L'âge d'or de l'ingéniosité américaine a commencé dans les années 1880 lorsque les États-Unis se sont imposés comme un leader innovant dans l'industrie, la médecine, la technologie et le meurtre. Nous allons explorer la manière dont H.H. Holmes est devenu le premier tueur en série des États-Unis. En 1896, H.H. Holmes a été condamné et pendu pour avoir assassiné son associé. Mais ce n'était ni sa seule ni sa dernière victime. On pense que Holmes a tué au moins 9 personnes. Certaines recherches estiment même que le nombre pourrait atteindre des centaines. Holmes a conçu un bâtiment appelé Château des Meurtres où il aurait commis tous les crimes qu'on lui attribue. Surnommé pour sa fonction secrète, il aurait offert à Holmes son propre terrain de jeu de douleur et de châtiment, et il est depuis tristement célèbre. Que Holmes ait ou non réellement utilisé le bâtiment comme hôtel pendant l'exposition universelle de 1893 à Chicago, où des clients entraient mais ne ressortaient jamais, relève de la légende. Cependant, la vérité est plus trouble, mais tout aussi macabre. Certains pensent que Holmes aurait pu tuer plus de 200 personnes dans son hôtel, qui était équipé de trappes, d'appareils de torture et d'un crématorium au sous-sol. Ces histoires sensationnelles ont été transmises de génération en génération par des romanciers, journalistes et Holmes lui-même. Avant son exécution, Holmes a été payé 7 500 $ par le groupe de journaux Hearst pour écrire plusieurs confessions destinées à leur publication. Ces confessions comportaient des affirmations contradictoires sur la vie de Holmes et sa participation à divers meurtres. Holmes prétendait avoir tué 27 personnes, mais beaucoup étaient vivantes, où il était prouvé qu'elles étaient mortes d'autres causes à l'époque où il l'a écrit. Vous voyez, en plus d'être un tueur, Holmes était un escroc, un menteur et un tricheur. Pour nous rapprocher de la vérité sur l'étendue de ses actes maléfiques, nous devons revenir au début de son histoire. Avant de s'appeler Henry Howard Holmes et de devenir le diable de la Ville Blanche, il naquit en 1861 à Gilmanton, New Hampshire, sous le nom de Herman Webster Mudgett. Les deux parents de Holmes étaient des fanatiques religieux et utilisaient leurs croyances méthodistes pour l'éduquer avec une discipline stricte et, selon certains, cruelle. Des sources disent que ces mauvais traitements forçaient Holmes et ses frères et sœurs à rester sans nourriture plusieurs jours. Des histoires disaient que son père utilisait des chiffons imbibés de kérosène pour étouffer les pleurs de ses enfants. Cependant, Holmes lui-même a écrit qu'il avait été bien éduqué par des parents aimants et religieux, et que toute faute commise plus tard dans sa vie ne résultait pas d'une mauvaise éducation. Holmes n'était pas seulement un tueur en série, mais aussi un menteur invétéré, rendant difficile de savoir ce qu'il faut croire au sujet de son enfance. Holmes présentait comme déterminante une histoire remontant à ses années d'école primaire, où il dit avoir été victime d'intimidation à cause de son intelligence et de sa nature étrange. Un jour, des brutes ont piégé Holmes et l'ont contraint à entrer chez un médecin. Là, ils ont placé les mains d'un squelette sur son visage. Holmes pensait que cet événement avait éveillé son intérêt pour l'anatomie et la médecine, mais il annonçait sans doute aussi son obsession du corps humain, vu comme un moyen pour ses ambitions. À cette époque, le jeune Holmes commença à se retirer dans la forêt, près de la maison familiale, pour expérimenter. Que ce soit pour chercher un répit face à une vie familiale difficile, ou simplement parce qu'il voulait être laissé tranquille, Holmes se cachait dans les bois afin de disséquer des animaux. Il a d'abord découpé des corps de petits reptiles et d'autres créatures. Ensuite, il s'est intéressé aux mammifères comme les lapins et les chiens. Holmes dira que ces expériences ont renforcé sa passion pour l'anatomie et l'ont familiarisé avec la dissection. Peut-être, avec le recul, trop à l'aise. À 11 ans, son meilleur ami d'enfance, Tom, est tombé du palier d'une maison abandonnée qu'ils exploraient ensemble. Holmes dira à leurs parents qu'il a vu Tom tomber, mais plus tard, beaucoup se demanderont si ce n'était pas lui qui avait poussé Tom du palier. D'autres signes sont apparus quand Holmes, alors âgé de 16 ans et appelé Herman Webster Mudgett, a rencontré sa future première épouse, Clara Lovering. Les deux adolescents étaient à une réunion d'église quand Holmes a vu Lovering flirter avec un autre garçon. Il a menacé ce dernier de violence s'il ne partait pas. Impressionné, Lovering a laissé Holmes la raccompagner. Leur relation s'est vite intensifiée et ils se sont mariés peu après, à 17 ans. Mais ce n'était pas une union aimante ni durable. Durant ses études à l'université du Michigan, Holmes et son épouse se disputaient souvent selon leurs colocataires, qui remarquaient aussi fréquemment des ecchymoses sur Lovering.
Plus tard, Lovering quittera Holmes avec leur nouveau-né et la famille ne sera jamais réunie. Ils étaient toujours mariés officiellement à la mort de Holmes. Son nouveau statut de célibataire offrait à Holmes de nombreuses occasions de céder à ses pulsions les plus macabres et criminelles. Sa logeuse de cette époque se rappelle avoir suivi une odeur nauséabonde jusqu'à la chambre de Holmes où elle découvrit un nourrisson mort sous le lit. Holmes déclara que le corps faisait simplement partie de ses devoirs sans conséquences juridiques. On lui demanda juste de ne plus ramener son travail chez lui. Il n'écouta pas. Pendant ses études de médecine à l'université du Michigan, il commença à voler des corps dans le laboratoire de l'école. Ensuite, en mutilant ou en brûlant les restes, il rendait les corps méconnaissables. Enfin, il touchait l'argent des assurances-vie après la découverte des corps, dont on concluait à une mort accidentelle. Ses efforts entrepreneuriaux allèrent un peu plus loin. Holmes volait également des corps dans des tombes et des morgues pour les vendre à des écoles de médecine ou les utiliser pour ses recherches et ses dissections. Cette escroquerie rapporta à Holmes des milliers de dollars, mais cela ne suffisait jamais. Holmes a épousé Clara Lovering, fille d'un riche fermier, et a utilisé son argent ainsi que celui de ses escroqueries à l'assurance-vie pour financer ses études de médecine à l'université du Michigan. Une fois Lovering hors de l'équation, Holmes cherchait un nouvel investisseur pour son avenir diabolique. Sur le chemin de Chicago après ses études de médecine, Holmes épousa Myrta Belknap, même s'il était encore légalement marié à Lovering. Les parents de Belknap, aussi riches, ont donné à Holmes assez d'argent pour acheter le terrain à Chicago où fut construit son Murder Castle. Holmes eut la sagesse d'enregistrer l'acte au nom de sa femme et de sa belle-mère pour le cacher à ses créanciers. Après l'école de médecine, Holmes fit divers petits métiers, enseignant et travaillant comme médecin dans le nord de l'État de New York. Holmes accumula de nombreuses dettes à cette époque, cherchant souvent des excuses pour ne pas payer son loyer. Pour éviter de payer ses dettes, il s'enfuit de New York au beau milieu de la nuit, changea de nom et finit par gagner son surnom de Diable de la Ville Blanche. Herman Webster Mudgett devint Harry Howard Holmes lorsqu'il passa son examen de licence pharmaceutique en mai 1886, juste après avoir déménagé à Chicago pour chercher du travail dans une pharmacie. Ce faisant, Holmes commença véritablement son activité parallèle de tueur en série, un règne de terreur qui atteindrait son apogée lors de l'exposition universelle de 1893 avec son légendaire Murder Castle. Bien qu'il ait le terrain, il lui manquait l'argent pour construire son château et devait donc séduire plus de femmes pour en tirer profit. Holmes se fiançait souvent à une femme, lui demandait de lui céder ses biens et sa fortune, puis disait à ceux qui doutaient qu'elle était soudain partie quand elle disparaissait. On reconnaît généralement que Julia Connor, l'amante de Holmes, et sa fille Pearl, 8 ans, furent ses premières victimes. Holmes avait contracté des dettes au nom de Connor et l'avait inscrite comme cofondatrice de plusieurs entreprises jusqu'à la disparition de Connor et de sa fille Pearl le 4 juillet 1891. Après ce jour de l'indépendance, elles ne reparurent jamais. Peu après la disparition de Connor, Holmes fit installer un four dans le sous-sol du bâtiment en construction. Construit sur le terrain que Holmes avait fait payer aux parents de sa première épouse, le Murder Castle de Holmes est devenu légendaire, bien que nombre de récits à son sujet soient faux. Doté de passages secrets, de trappes et d'escaliers cachés, l'immeuble de 3 étages où Holmes aurait piégé et tué des centaines de touristes de l'exposition universelle n'a en réalité jamais été un hôtel. Le rez-de-chaussée abritait des magasins et le premier étage des appartements à louer sur le long terme. Lorsque Holmes a ajouté un 2e étage à son immeuble en 1892, il a effectivement dit aux gens qu'il s'agirait d'un espace hôtelier, mais il n'a jamais été terminé, meublé ou ouvert au public. C'était juste un autre mensonge pour arnaquer fournisseurs, investisseurs et assureurs. Aucune preuve n'indique que Holmes ait piégé et tué des inconnus dans son château meurtrier. Les 9 personnes qu'il a probablement tuées étaient toutes des personnes qu'il connaissait déjà. Beaucoup des victimes probables de Holmes étaient des femmes avec qui il entretenait des relations personnelles et professionnelles et qui ont ensuite disparu. Sans corps, il était difficile de prouver l'implication de Holmes dans leur disparition. Cependant, les preuves contre Holmes dans les meurtres de son associé Ben Pitzel et de ses jeunes enfants en 1894 sont beaucoup plus solides.
Holmes et Pitzel ont élaboré un plan dans lequel Pitzel a accepté de simuler sa propre mort, Holmes fournissant un cadavre pour le remplacer. La femme de Pitzel devait toucher le montant d'une assurance vie de $10 000 et le partager avec Holmes. Mais au lieu de suivre le plan convenu, Holmes a tué Pitzel en l'assommant avec du chloroforme, puis en utilisant du benzène pour incendier le corps. Holmes a ensuite touché le paiement de l'assurance et a manipulé la veuve sans méfiance de Pitzel pour qu'elle lui confie 3 de ses 5 enfants. Holmes admettra plus tard avoir tué 2 de ses enfants, retrouvés enterrés dans la cave de sa maison de location. Holmes a été jugé et condamné à mort par pendaison. L'exécution a eu lieu le 7 mai 1896. Il serait resté calme avant sa pendaison et a fait une demande inhabituelle, que son cercueil soit scellé dans du ciment puis enterré à 3 mètres de profondeur. Holmes semblait redouter qu'après sa mort, quelqu'un partageant ses penchants ne le prenne pour cible. L'affaire, tristement célèbre à l'époque, a vu l'intérêt pour les crimes de Holmes ravivé par le succès du roman non fictionnel d'Eric Larson, Le Diable dans la Ville Blanche, 2003. En 2017, la chaîne History a diffusé une série intitulée American Reaper, dans laquelle l'arrière-petit-fils de Holmes, Jeff Mudgett, accompagné de l'ancienne analyste de la CIA Amaryllis Fox, a enquêté sur des indices dans le but de prouver que Holmes était également le tristement célèbre tueur en série londonien Jack l'Éventreur. La plupart des histoires sur Holmes ne sont que des histoires. Adam Selzer, auteur de H. Holmes, la véritable histoire du diable de la Ville Blanche, dit avoir retracé la légende du Murder Castle à une simple phrase dans Gem of the Prairie, indiquant de façon allusive que, selon certaines personnes, Holmes aurait pu tuer jusqu'à 200 personnes. Après cela, selon Selzer, tous ceux qui ont raconté l'histoire de Holmes ont également repris cette même phrase. Tout cela semble être un héritage approprié pour un escroc aussi mal réputé que Holmes. En fait, quel que soit le nombre de victimes, avec ou sans son Murder Castle, H. Holmes reste l'un des premiers tueurs en série d'Amérique.